Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Au moins 212 morts dans les violences en Afrique du Sud. Dernier bilan des violents incidents déclenchés après l'emprisonnement de Jacob Zuma, poursuivi pour corruption et condamné à une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice. Des membres de l'opposition placés sous contrôle judiciaire en Guinée après avoir signé le 14 juillet un accord politique avec Cellou Dalein Diallo. Le Front national pour la défense de la Constitution condamne ces interpellations intervenues jeudi. Et le Sénégal, face à une flambée des cas de Covid-19, face à cette troisième vague qui se confirme, le chef de l'État Macky Sall appelle les populations à se remobiliser. Le bilan s'élève désormais à 212 morts en Afrique du Sud, un bilan de plus en plus lourd après une semaine de violence éclatée après l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Dans l'agglomération de Johannesburg, on compte 6 morts supplémentaires, portant le total à 32. Et dans la province du KwaZulu-Natal, où ces troubles ont commencé, on dénombre 89. Le président Cyril Ramaphosa a fait, il y a quelques heures, un point sur la situation. Je vous propose de l'écouter. Je tiens à souligner qu'il n'y a pas de pénurie de nourriture ou de fourniture dans la plupart des régions du pays. Et il n'est donc pas nécessaire de continuer à acheter par panique, car cela ne fera qu'aggraver la situation. Depuis le pic des troubles de lundi et mardi, 12 et 13 juillet, il y a eu une forte baisse du nombre d'incidents et le calme est revenu et revient dans la plupart de ces zones. Plus de 2550 personnes ont été arrêtées en lien avec les troubles et des dispositions spéciales sont mises en place pour veiller à ce que les enquêtes avancent rapidement. Au moins 212 personnes ont perdu la vie. Parmi elles, 180 se trouvaient au KwaZulu-Natal et 32 à Gauteng. Le service de police sud-africain, dirigé par le commissaire Kela Sitole, ici, enquête sur 131 cas de meurtre et a ouvert des dossiers d'enquête concernant 81 décès. D'importants dégâts ont été causés à environ 161 centres commerciaux, 11 entrepôts, 8 usines et 161 points de vente et distributeurs d'alcool. Arrestation après la création d'une alliance politique d'opposition en Guinée. Après la signature d'un accord pour former une alliance politique, 2 militants issus de partis qui ont soutenu la candidature de l'opposant Cellou Dalein Diallo ont été interpellés. Samantha Saberou Saboubanga. À peine formée mercredi 14 juillet 2021, l'alliance politique remplaçant l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, est dans le viseur de la justice. Jeudi 15 juillet, 2 de ces militants ont été interpellés à Conakry, la capitale guinéenne. Les représentants d'une vingtaine de formations politiques la composant s'étaient retrouvés autour du leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, dont ils avaient soutenu la candidature lors du dernier scrutin présidentiel en 2020. Au regard de tout ce qu'on peut analyser dans le pays actuellement, il y a une chasse aux opposants qui est déclenchée par le régime de Conakry. C'est ça l'évidence. Maintenant, on peut ne pas être d'accord sur le contenu des différents propos qui sont tenus par ces acteurs politiques, mais depuis un certain temps, on constate très malheureusement que cette purge ne concerne que les acteurs politiques qui sont dans l'opposition. Parmi les membres arrêtés, le responsable de la communication de l'Alliance politique, Bogola Abba, et Tierno Yaya Diallo, président du parti Guinée moderne. Si Yaya Diallo a été libéré tard dans la nuit, Bogola Abba est encore en garde à vue. Le porte-parole du gouvernement, Thibou Camara, a justifié cette arrestation au motif d'un appel à la désobéissance civile et à l'insurrection, des faits pour lesquels le détenu doit s'expliquer. L'évidence est qu'aujourd'hui, ce qui caractérise le débat politique, c'est cette surenchère, c'est cette escalade verbale qu'on constate et qu'on enregistre de tous les bords politiques, y compris même de la mouvance présidentielle. Et vous n'êtes pas sans le savoir, il y a à chaque fois ces menaces qui viennent. Ces arrestations ont été vivement condamnées par le mouvement Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Composé d'acteurs de la société civile et de plusieurs partis d'opposition, le FNDC a dénoncé l'instauration d'un climat de peur exigeant la libération d'un des leurs. Dans le dossier du Sahara occidental disputé par le Maroc et le Front Polisario depuis 45 ans, l'ONU
appelle les parties prenantes à coopérer afin de pouvoir aboutir à la nomination d'un nouvel émissaire. Position réaffirmée vendredi lors d'une conférence de presse tenue à New York par Farhan Haq, le porte-parole adjoint du secrétaire général. Au mois de mai, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait indiqué avoir nommé 12 personnes à ce poste depuis la démission en mai 2019 de Horst Kohler, ancien émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental. Le Fonds monétaire international approuve le programme économique triennal de 1,5 milliard de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. Issue favorable après 2 ans de négociations, un accord en échange d'une série de réformes structurelles. Joël Ballot. Dans l'optique de renforcer les réserves internationales, le Fonds monétaire international a octroyé le 15 juillet 1,52 milliard de dollars à la République démocratique du Congo. Cette enveloppe financière, à décaisser sur 3 ans, devra soutenir un programme de réformes structurelles ambitieux visant à promouvoir une croissance économique durable en intensifiant la mobilisation des recettes intérieures, améliorant la gouvernance et renforçant la politique monétaire. Parmi les mesures importantes, notons la modernisation du cadre de politique monétaire et de renforcement de la situation financière, de la gouvernance et de l'indépendance de la Banque centrale. L'objectif des autorités est d'augmenter les réserves de change tout en permettant au taux de change d'agir comme amortisseur. À ce jour, l'incidence de la pauvreté et du chômage en République démocratique du Congo est respectivement évaluée à 80% et 84%. Près de la moitié des ménages n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de santé. Des difficultés qui, selon certains observateurs, font suite à la mauvaise gestion économique du pays dans le passé. Ce financement est destiné à travailler sur plusieurs fronts. Le premier front étant le renforcement des réserves de change. Le deuxième front étant le financement des réformes qui permettront de structurer la croissance durable de la RDC, mais également la mobilisation des recettes internes. Il y a une partie d'argent qui sera consacrée à la gouvernance et vous savez très bien que quand la gouvernance est correcte, l'efficacité de l'État s'en voit accrue. L'élaboration de ce programme permettra à la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international d'allouer une part plus importante des ressources de l'État aux dépenses sociales et donner une nouvelle dynamique à l'activité économique du pays, ralentie en 2020 par la Covid-19. Recrudescence des cas de Covid-19, une situation qui risque de perturber la Tabaski. Le Sénégal est confronté à un rebond épidémique, mais pour l'heure, aucune mesure n'a été annoncée. Il n'y a pas encore de nouvelles restrictions. Le gouvernement et le président Macky Sall privilégient des mesures incitatives à travers la sensibilisation des populations. Amenedji. Face à la menace d'une 3e vague de contamination qui se confirme au Sénégal, le pays a enregistré un record du nombre de cas positifs. Le mercredi 14 juillet, 733 cas ont été signalés pour un taux de prévalence dépassant les 25%, à moins d'une semaine de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, qui donne lieu à de nombreux rassemblements et voyages à travers le pays. Les chiffres montent en flèche. On est dans une économie informelle. Il n'y a pas un salaire qui tombe à la fin du mois. Si vous ne vous levez pas pour aller travailler, le lendemain, il n'y a pas à manger à la maison. Et donc, la seule solution, et ils le disent, c'est la vaccination. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où non seulement il n'y a pas de vaccin, et même quand il y en a, il y a une défiance des populations vis-à-vis du vaccin. Donc, on se retrouve dans une sorte de quadrature du cercle. À cette allure, le syndicat national des médecins met en garde face au risque de saturation des services de santé. En réponse à la multiplication fulgurante des infections, le président sénégalais Macky Sall a appelé à plus de sensibilisation en impliquant les chefs religieux et coutumiers à une remobilisation sur le respect des mesures barrières et l'accélération de la campagne de vaccination, toutefois sans aucune nouvelle restriction. L'autre solution aussi, c'est le respect des mesures barrières, mais j'en ai ras-le-bol des mesures barrières, d'autant plus que
pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas la sensation qu'il y a le Covid au Sénégal, que c'est une maladie, qu'on parle dans les médias et tout ça, mais ils ne le vivent pas, ils ne le ressentent pas comme ils ont eu à ressentir d'autres maladies. Donc ce qui fait que ça rend très difficile pour les autorités de reprendre les mêmes mesures qu'ils ont eues et qui, ma foi, avaient montré quand même certains résultats. Sur la première semaine de juillet, 3160 cas ont été enregistrés au Sénégal, faisant passer le nombre total de contamination de 44 436 à 47 596, dont 1209 au 15 juillet. Réuni ce 7 juillet 2021 au Maroc, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a réaffirmé l'existence d'un projet de Super League qui rassemblerait les meilleures sélections africaines. Je suis très enthousiaste par rapport au fait que beaucoup de diffuseurs sont venus me voir pour me dire qu'ils veulent contribuer à la Super League africaine, se réjouit Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, au sujet de ce projet au contour encore flou, même si la Confédération assure que les 54 fédérations affiliées à la CAF seront concernées par ce projet. La finale de la Ligue des champions d'Afrique se tient ce samedi dans la ville de Casablanca au Maroc. Les Chiefs sud-africains qui se disputent cette année la première finale de leur histoire feront face au club égyptien d'Ali Ali, tenant du titre et 9 fois vainqueur de la compétition continentale. José Douglas. Après le succès de RS Berkane en 2020, c'est au tour du Raja de Casablanca, surnommé les Aigles Verts, de décrocher le trophée face aux Canaries de l'AGS Kabylie. Les choses ont été très rapides car les Marocains ont marqué et expédié les affaires courantes dès le premier quart d'heure de jeu en inscrivant leurs 2 buts grâce à Sofiane Raimi, meilleur buteur du dernier CHAN total à la 5e minute. 10 minutes plus tard, le même Raimi adresse un caviar à son coéquipier Ben Malango qui n'a pas hésité à tromper une deuxième fois le gardien de la GS Kabylie à la 18e minute de jeu. On a vu une belle finale avec une belle réaction des joueurs en seconde période. On a eu une entame difficile, peut-être due au fait qu'ils ont mal appréhendé l'enjeu. Après la pause, l'entraîneur de la GS Kabylie, Denis Lavagne, a su remettre en confiance ses joueurs qui ont réussi d'entrée de jeu. En deuxième mi-temps, à réduire le score à la 46e minute grâce à Boulaya. Ce qu'il faut retenir, c'est la belle réaction. Ce n'est jamais facile de perdre au bout d'un quart d'heure. Ils ne se sont pas effondrés, au contraire. On ne perd jamais, on apprend. Lors de cette finale, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a profité pour évoquer le football africain. C'est très important parce que le football m'a appris quelque chose que le business ne m'a pas appris. Nous faisons le business, les affaires dans 40 pays africains. Et la plupart d'entre eux sont des purs pays francophones. Ce samedi 17 juillet 2021, l'Afrique va vivre encore une belle soirée de foot avec la finale de la Ligue des champions qui mettra aux prises les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et les Égyptiens d'Al Ahly au stade Mohamed V de Casablanca. Et à noter aussi que le Cameroun tremble. La FIFA et la CAF ont lancé une menace en réponse à une lettre du secrétaire général de la FECAFOOT faisant suite à une correspondance du ministre des Sports visant à surseoir à l'Assemblée générale qui devait se tenir ce mardi 13 juillet. Les secrétaires généraux de la FIFA et de la CAF ont mis le Cameroun en garde, mais nous pensons que les choses rentreront dans l'ordre. Et on évoque une candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.